Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la sortie du jeu NBA 2K24. Dans une deuxième partie, Lucas de The Upset Media viendra nous présenter les stars de l'Euroleague que sont Sasha Vezenkov et Vasilije Micic, joueurs des Kings et du Thunder respectivement. On parlera aussi du retour en NBA de Dante Exum après 2 saisons en Europe. Mais sans tarder, c'est Melvin alias Blacky God Game que j'accueille pour parler de NBA 2K24. Salut Melvin. Salut Josh. Comme chaque année, tu me rejoins, tu viens me parler de la sortie de NBA 2K. Personnellement, on en parlait rapidement toi et moi en off. Moi, j'ai eu du mal avec le NBA 2K23 et j'ai envie que tu me dises que la nouvelle version qui sort, là, ça va être plus sympa et qu'on va prendre du plaisir. C'est vrai déjà que le constat de base, c'est un constat que beaucoup de monde s'est fait par rapport à 2K23. On en attendait beaucoup et finalement, il n'a pas forcément satisfait la communauté. Et bon, là, ça va, j'ai eu quelques petites exclus. J'ai pu jouer au jeu à New York, donc je vais pouvoir répondre à toutes tes questions normalement. Voilà. Mais voilà, alors toi, voilà, chers auditeurs, je suis en train de parler avec un mec qui s'est barré à New York pour le Community Day de NBA 2K. Tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi. Ouais, ouais. Et t'as pu tester le jeu comme ça. Je pense que tu étais bien entouré. Vous étiez quoi, tous les gars qui font du NBA 2K dans le monde? Vous étiez là, non? Ouais, il y avait tous les créateurs du monde entier, des États-Unis, en passant par la France, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande. On était tous présents. Toutes les grosses têtes, elles étaient tous là. Alors voilà, donc tu vas commencer par me dire un peu tes premières impressions. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant ces journées-là ou cette journée? Dis-moi un peu comment ça s'est déroulé ton voyage à New York et tes premières impressions manette en main. Bah écoute, c'était très très court, puisque en gros, je suis parti 48 heures. Ah C'était du oui, 24, ouais, c'était du 24 au 26, mais si tu veux, on avait vraiment une journée, celle du 25, où on a joué au jeu toute la d'accord. journée. Mais ensuite, tu vois, on est arrivé fin d'après-midi aux États-Unis, on est reparti dans la journée le lendemain, tu vois, donc D'accord. ça allait très très vite. On n'a pas eu le temps de trop se balader et de visiter, Mhm. mais bon, après, moi, je connaissais déjà vu que j'avais habité là-bas. Bien sûr. Mais ouais, la journée du 25, là, où on a pu jouer toute la journée, c'était un pur régal. On était dans les locaux de la NBA à New York. Waouh, super, Ah excellent. ouais, ça, c'était fou, ça. C'était en C'est plein beau, hein? Midtown. Ah ouais, Ouais, c'est canon comme bâtiment endroit. flambant neuf, vraiment, c'était fou. On était dans les locaux où Adam Silver se rend tous les jours pour aller travailler, quoi. Et puis c'est comme un musée en plus le truc. T'as plein d'objets historiques de la NBA, des photos, enfin, t'es Ouais. gavé de trucs de dingue là-dedans. Ouais, c'est ça, ouais, tu as des photos, des différents commissionneurs, de légendes NBA, tu as des Mhm, ballons mhm. dédicacés, tu sais C'est même pas ça, par ouais. qui c'est dédicacé tellement il y a de dédicaces sur tous les ballons. Ouais. Heu, Franchement, c'était un bel événement. On a senti qu'ils avaient mis les petits plats dans les grands pour cet événement-là. C'est marrant quand tu te retrouves avec ta caméra parce que tu as fait des contenus là-bas. Tu es en train, d'ailleurs, sur ta chaîne YouTube actuellement, de mettre en ligne tous les contenus que tu as tournés sur place. Tu Ouais. as dû taffer comme un malade, ça se voit. Euh, alors justement, quand tu es là-bas, vous êtes tous avec votre caméra en train de vous filmer. C'est comment? Vous avez des espaces de travail qui sont bien foutus ou pas? C'est bien pensé comme truc? Alors, en gros, on avait 3 gaming rooms. Donc, il y avait à peu près, je sais pas, peut-être, 20-25 postes, peut-être 30 par, gaming room. Et Mhm. donc, on s'est répartis, comme on voulait, tu vois? Donc si on voulait rester avec les copains, on restait avec les copains. On pouvait aller, plus ou moins où on voulait. L'important, c'est qu'on ait un poste de libre pour pouvoir, enregistrer un maximum de gameplay, tu vois? Bien sûr. Et sinon, oui, c'était tout le monde avec sa caméra, micro canon, tout le monde se balade, tout le monde parle à son objectif. Et ouais, c'était marrant parce qu'en plus de ça, il y avait toutes les têtes américaines, tu vois? Vas-y, dis-moi quelques noms. Toi, je sais que t'aimes bien Jonos, tu vois? Il était là. Ouais, ouais, grave. Il était là. Il y avait Duke Dennis qui était à la station de jeu à côté de moi. Il était juste à ma gauche en train D'accord. d'enregistrer du gameplay. Shakedown, tu l'as vu? Shakedown, on s'est même croisé à la salle de muscu de l'hôtel, Excellent. à 7 heures du matin. Il était là avec moi, on était en train de s'entraîner avant qu'on se rende dans les locaux de la NBA pour jouer. Ah, les gars. Ils étaient plus ou moins tous là. D'accord. Ah, c'est la classe. Et Taïsino, il devient quoi? Ça fait très longtemps que je me suis pas penché sur son cas, tiens. Alors je sais pas du tout, je sais que lui c'est un petit peu éloigné de la scène 2K. Il y avait Chico, son pote là, Ouais, son pote, exact. néo-zélandais, lui il était là.
Mais ouais, pas de traces de Taisino. Mais Ouais, ouais, beaucoup de monde. Il y a Chris Ziti aussi avec qui il jouait pas mal. Mais je sais Ouais, pas si tu l'as vu. lui, je sais pas. Honnêtement, il y avait beaucoup de monde. Donc il y a des têtes que j'ai connues, il y a beaucoup de têtes aussi que je connaissais pas. Mhm. Donc je me suis dit, waouh, il y a quand même un sacré vivier de créateurs de contenu Touquet autour de la Ouais, planète. tu m'étonnes. Alors, premières impressions manette en main. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as commencé à jouer au jeu? Alors moi, j'ai commencé. Alors, je me suis posé déjà dans la création de joueurs. J'ai un peu regardé les templates NBA, tout ça qu'il y avait. Je me suis un peu familiarisé avec tout ça. Après, en termes de gameplay pur, j'ai commencé avec un match de quick play, Mhm. un match rapide avec les Spurs parce que je voulais tester Wemby. Vu que Ouais, c'était, enfin, c'est un petit peu la normal. mascotte, ouais, pour ce 2K24. Même 2K, ils ont beaucoup communiqué là-dessus, donc je me suis dit bon, quand Complètement, même, ouais. on va tester le truc. Moi, j'ai bien aimé, manette en main, j'ai bien aimé. Le jeu était plutôt fluide avec la nouvelle technologie ProPlay qu'ils ont mis en place là, qui est Oui, censée en fait, reproduire au plus fidèle les mouvements des joueurs NBA dans la vraie vie, sur le jeu. ouais, c'est tout l'objectif de la bande-annonce qu'ils ont lancée là, où on voit des images superposées entre des vrais highlights de Kevin Ouais, Durant ou de Stephen Curry, et tu vois le parallèle immédiat, une espèce de translation directe entre leur jeu en vrai et leur jeu dans le jeu sur NBA 2K, et c'est vrai que c'est bluffant. Ouais. ouais, franchement, c'était assez bluffant sur le trailer et manette en main, les sensations, elles sont bonnes. Tu sais, tu as moins l'impression d'avoir ce petit côté un peu, robotique. Les D'accord. mouvements, ils s'enchaînent, plus facilement et les mouvements, c'est les dribbles, les passes, les tirs, c'est vraiment tout le gameplay en lui-même. Donc franchement, des bonnes sensations au départ. Après voilà, on va pas se mentir, une fois que le jeu sera pris en main, une fois que j'aurai sorti le tuto dribble, on pourra faire des choses qu'on connaît sur Touquet, des petites combinaisons, tout ça, des Ouais. petits trucs sympas. Et dis-moi que l'IA, elle est pas complètement stupide comme dans NBA 2K23. Quand je jouais à NBA 2K23 dans le mode ma carrière, je n'en pouvais plus de la stupidité sans limite, sans frontières des joueurs avec qui je jouais et de l'ordi, enfin de ton adversaire, quoi. Ça, c'est dur. Je pense que c'est très dur de corriger ça, mais Ouais, je pense aussi que c'est très dur. Moi, tu vois, sur Touquet 23, j'avais beaucoup de mal avec, l'adresse des bots, que ce soit dans mon équipe d'accord. ou dans l'équipe adverse. C'est-à-dire que tu as un Stephen Curry, tu le laisses seul, il peut finir à, 3 sur 20 à 3 points, tu vois? Il Ouais, peut te ouais, faire vraiment des vieux matchs comme ça en Hall of Fame mais en plus. je m'arrachais les cheveux sur les lancers francs. Mon équipe, on tournait à 50% ou 40% au lancer franc. Ah ouais, des scores de départemental là. Et t'es là, et tu sais, moi, j'ai commencé, ma première carrière, c'était avec les Nuggets. Et Jokic, je crois qu'il ratait 80% de ses lancers francs, quoi. Ah Et ouais, insupportable. j'en pouvais plus. J'étais là, mais attendez, mais c'est pas possible. À Il la y a un limite, ça te moment. met un petit peu de challenge, c'est parce que les Nuggets, c'est une grosse équipe. Non, 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 Donc non, pas crédible. Pas crédible, ah, c'est vrai que c'est ça pas casse le crédible. dire. Tu sais, en plus, au début, ton joueur, il est pas monté comme il faut. Donc, C'est vrai. t'as vraiment besoin d'être carry par tes coéquipiers, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. J'ai pas joué dans des grosses difficultés. Je crois que le max que j'ai fait, c'est pro. L'idée, Ouais, c'était vraiment, tu vois, de me familiariser avec le jeu. bien Et, sûr. et l'IA était assez à droite, à ma grande surprise. Vraiment, des shoots wide open, tout ça, il rentrait les shoots. C'était assez fort. Et en défense, ça marque un petit peu plus de près. Donc D'accord. ça, c'est pas mal aussi. Après, il faudra voir, bah, tu vois, en ligne, par exemple, en rec, quand il manque un joueur ou quand quelqu'un se barre et tout. Mais là, sur le papier, j'ai trouvé que j'étais agréablement surpris. Alors, on a le retour enfin, on a le retour. On a cette année, contrairement à un quartier. Enfin, j'ai l'impression que la ville. Tu vas me dire si je dis une bêtise. J'ai l'impression que la ville, elle est moins grande. On a deux affiliations cette année, c'est Rise et Mmh. Elite, et on n'a plus quatre groupes. Je sais plus, c'était les Vipers, les Knights, les Les Beasts Wildcats, et les ouais, Wildcats. Donc voilà. Genre, j'ai vu également que dans ces deux affiliations, tu as des trucs particuliers. Par exemple, Elite, je crois que tu auras des boosts en défense et au shooting, Rise en playmaking et à la finition. exact. T'as compris un peu comment ça marchait tout ça? Parce que j'ai l'impression que c'est pas clair du tout cette histoire. Jonos, il a fait justement une vidéo pour dire que on n'a aucune connaissance des boosts concrets en fait C'est ça, c'est que ça va ça. apporter.
Pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou. Moi, j'ai essayé de contacter des personnes que je connais qui bossent chez 2K USA pour avoir justement des infos là-dessus. Mhm. Pour l'instant, on m'a pas répondu, mais c'est vrai qu'on se demande, OK, on a un boost, mais c'est quoi ce boost? Est-ce que c'est un pourcentage de bonus dans Ouais, nos stats? Est-ce que c'est peut-être plus 3 dans toutes les stats concernées? Pour le moment, voilà. on a aucune info là-dessus. Ce qui peut tout changer, parce que ce qu'il expliquait justement dans sa vidéo, c'est que si tu as un +3 par exemple dans tes attributs, ça peut potentiellement débloquer des animations. Et donc Alors, dans la construction de ton joueur, tu vas potentiellement y penser différemment si jamais c'était ça en fait. ouais, alors par contre, ce qu'on sait, il y a des choses qu'on Ouais, sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que le boost d'attribut ou le boost quelconque qu'on aura sur les stats, donc par exemple un boost en défense, ça ne nous permettra pas de débloquer certaines animations ou de débloquer d'accord. certains badges. Voilà, donc Ok. c'est au moment de la création où il faut se pencher sur le truc et se dire, ok, je vais me mettre 85 dans cette stat parce que je vais avoir des animations. Parce que derrière, on ne pourra pas les avoir autrement. Est-ce que ce sera le cas aussi pour le Season Pass? Je sais que beaucoup de monde a hurlé parce que aujourd'hui, la grosse critique envers Touquet, c'est les microtransactions, Mhm, le fait que ça coûte cher. En plus d'acheter un jeu, tu dois en c'est ça. plus payer pour avoir des animations, des boosts et ainsi de suite. Et forcément, quand toi tu joues au jeu, que tu n'as pas beaucoup d'argent à investir là-dedans et qu'en face, tu as des joueurs qui ont blindé leurs joueurs de tous les boosts possibles et inimaginables, ça peut devenir compliqué. Le Season Pass, on vous a indiqué un peu plus de choses là-dessus, notamment justement sur les attributs, sur les animations, sur les badges. C'est un attrape Nigo ou pas cette histoire? Alors, c'est vrai qu'ils ont mis en place un season pass, enfin même 2 season pass payants parce que tu as une Tout à version à fait, 10 et tu as une version à 20 et tu as une version gratuite aussi. tout à fait. Ce qu'ils nous ont garanti, c'est qu'il y aura pas d'avantage en jeu D'accord. à acheter un pass. Voilà, Donc c'est donc tu auras rassurant pas quand même. certaines animations, certains boosts ou quoi. L'idée, ça sera de donner du cosmétique aux gens qui vont payer les différents season pass. Moi, j'attends de voir parce que sur Touquet 22 et 23, les récompenses étaient déjà pas ouf et il y avait 40 récompenses. Et là, ils Ouais, nous ont sorti un éventail de récompenses. ouais, j'ai Je vu. crois qu'il y en a 80 ou même plus. Enfin, Ouais. j'attends de voir si vraiment ça va valoir le coup, même pour du cosmétique, d'investir 10 ou 20 balles de plus chaque saison, parce que c'est pas juste en one shot, Ouais, c'est ouais. chaque saison pour avoir des récompenses, quoi. Moi, je me suis tapé des barres de rire quand je voyais les gens faire la course pour avoir le costume de Père Noël à la fin. J'étais en train de me dire, mais les gars, franchement, waouh, sans déconner, quoi. C'est à cause de ces gens-là qu'on doit payer des season pass C'est- maintenant. Exactement. La ville est moins grande ou pas? Ça, je sais pas, mais je me dis que vu qu'il y D'accord, a que 2 affiliations, il y a potentiellement. aucune raison pour que la ville soit aussi grande ou en tout cas plus grande. J'espère que ce sera plus vivant, en tout cas. Moi, j'ai fait ma première saison sur la Next Gen, la nouvelle génération de consoles, l'an dernier sur NBA 2K23. Et là, je sais qu'il y a le cross-gen, donc cette année, c'est Le ça, crossplay, ouais, le le crossplay. crossplay, pardon, n'importe quoi. Le crossplay, où donc les gens de PS5 et de Xbox Series vont pouvoir jouer ensemble dans le même environnement, c'est ça? C'est exactement ça. Donc ça va être cool parce que ça va rajouter des gens. Ouais. Après, la commu Xbox, c'est pas non plus. Je sais pas combien ça Attention, représente de hein. joueurs, Attention. mais c'est un petit village, la commu Xbox. Tu te calmes, Xbox, Melvin. c'est la province et, Oh et- là et là là là. PlayStation, c'est pareil, quoi. On respecte les gens qui viennent de province. On Ah, est bien sûr, tranquille dans nos petits villages et tout ça, ça va quoi. il faut respecter le terroir. Voilà, tu vois, il y a un clocher, tout le monde va bien quoi. Est-ce qu'il faut avoir bac+15 pour utiliser l'outil de création du joueur ou pas? Parce que les premières vidéos que j'ai vues, alors j'ai vu, d'ailleurs je me suis marré parce que j'ai vu qu'il y avait déjà un patch apparemment. C'est ce que certains youtubeurs américains ont commencé à lancer. Bref, ils sont en train de montrer que cette année, il va vraiment falloir faire des choix. Ouais. Alors, j'ai l'impression que je dis la même chose chaque année. Et Ouais, c'est la il même faut- rengaine tous les ans, un petit peu, ouais. voilà. Et donc, tu vois, je suis un peu fatigué d'avoir l'impression de me faire bananer un peu tous les ans, quoi. Qu'est-ce qu'il en est sur cet outil? Est-ce que c'est sympa, c'est complet? Parce que franchement, quand tu regardes comment distribuer les points, enfin, heureusement que vous êtes là pour faire des vidéos, les gars. Parce que sinon, Écoute, moi, c'est n'importe quoi, en fait. écoute, déjà par rapport au patch dont tu parlais, en fait, les développeurs, ils nous ont dit, on le savait pas au moment où on a joué au jeu à New York, on Ouais, l'a appris par la suite. Ils nous ont dit par la suite que la version à laquelle on a joué, c'est pas la version définitive. d'accord. Donc,
il y a quelques petits twists, tu vois, dans la création de joueurs. C'est pas exactement le même nombre de points d'attributs pour débloquer tel badge, etc., tu vois. Donc ça, on le savait pas. D'accord. Donc ça, là-dessus, c'est vrai que ça a changé. Et par rapport à la création de joueurs, honnêtement, elle est complexe parce qu'ils ont rajouté beaucoup de choses par rapport aux badges, surtout. Donc D'accord. déjà, il y a des badges. Avant, on avait le truc classique, c'était un attribut et tu avais un badge. C'est ça, exactement, ouais. Et en fait, là, ils ont rajouté 2, voire 3 attributs. Donc, D'accord. faut que tu aies 3 notes minimum dans 3 attributs différents pour débloquer tel badge à tel niveau. Tu vois, Oh, bronze, or, d'accord. Hall of Fame, etc. En fait, il faut que tu aies des seuils de différentes compétences, style interception, bloc et rebond défensif, pour avoir un badge, certain badge défensif. Voilà, Et par si tu exemple. n'atteins pas un certain niveau, style à 85, tu ne l'as pas, à 87, tu l'as, quoi. Ouais, voilà. Le badge, voilà, comme tu dis, bronze, argent, or ou Hall of Fame, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et ça va notamment fonctionner avec les caractéristiques physiques. Tout ce qui est vitesse, accélération, ça, c'est des D'accord. stats qui vont pas mal jouer. La force aussi. Je crois que l'endurance, en tout cas toutes les stats physiques, Ouais, elles vont jouer pour débloquer différents badges. Donc ça, ouais. gros point complexe. En plus de ça, ils ont mis des systèmes un petit peu d'atouts comme il y a sur Call of Duty que tu peux mettre sur certains badges. Parce que Ah oui. Ouais, parce qu'en fait, bon, tout ça, je l'ai détaillé dans une vidéo, donc je vais Ouais, beaucoup mieux voilà. l'expliquer que là. Tu vois, bac plus 15. Quand je disais bac plus 15, je déconnais pas, les gars. Ça devient une science, le machin, quoi. Franchement, De plus en plus au fil des c'est ans. fou. En gros, déjà, c'était comme ça sur Touquet 20. Sur Ouais, Touquet 20, je sais pas si tu te rappelles, mais tu avais vas-y. l'overall qui fluctuait. Tu pouvais être 99, 98,7, tu te Oui, c'est rappelles, vrai, ouais. en Ouais, fonction ouais. des victoires et des défaites. En fait, ça, ils l'ont remis cette année, mais Ah pour oui, les le badges. rep, c'est ça? Ils l'ont. Non, non, Ah non. non, rien Le à système voir. fluctuant pour Mais les pour les badges. badges. Ah Voilà. oui, Donc, d'accord. si tu fais beaucoup de catch and shoot, tu vas augmenter le niveau de ton badge catch and shoot. Si tu arrêtes d'en faire ou si tu n'en fais pas, ça va baisser. D'accord. Voilà. Donc, il y a tout un système d'atouts pour octroyer des bonus. Donc, par exemple, au lieu de devoir, je te dis vraiment n'importe quoi là, hein. Au lieu de devoir mettre 10 catch and shoot pour passer ton badge en Mhm. argent, eh ben, t'équipes un atout et ça sera plus que 5. Tu vois, ça sera un espèce de bonus pour augmenter D'accord. plus vite la progression. Tu auras tout un set d'atouts et tu pourras équiper ces atouts sur une sélection de badges. Enfin, J'ai il y a envie de beaucoup de mourir choses. déjà. Ouais, Vas-y, parce que ouais. là, on va perdre les gens. Ouais, ouais, ouais. Mais Non, ils non, sont mais. allés très très loin. J'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça Ok. sur la création de joueurs. C'est beaucoup mieux expliqué, c'est schématisé et tout. Et par contre, un truc qu'ils ont fait et qui est vachement bien et qui pour le coup va faciliter la création de joueurs à beaucoup beaucoup de monde, c'est qu'ils ont mis des templates NBA. Donc soit tu pars de rien comme d'habitude, donc tu pars de ta D'accord. création de joueur, tu choisis tout, la taille, le poids, l'envergure, machin, le poste. Soit tu pars directement d'un template d'un joueur NBA. Donc tu vas déjà partir d'un modèle où il y aura les caractéristiques physiques du joueur en question, ses attributs et ses badges. D'accord. Donc, par exemple, tu as envie d'être Anthony Davis dans le jeu, Voilà, par ou tu as exemple, il y envie est, ouais. d'être. Non, alors, LeBron James, il y est ou pas? Dans la version qu'on a testée, il n'y était pas. D'accord. Donc, en fait, tu as différents joueurs selon chaque poste. Ouais. Et tu peux après donc soit décider de prendre le joueur qu'on te le présente, Mhm. qui est pas d'ailleurs, je crois, la version qui est dans le jeu, c'est juste une inspiration, c'est ça? Un profil de joueur par rapport au nombre d'attributs que tu peux distribuer Ouais, pour c'est ça, créer c'est le ton profil joueur, du joueur, ouais. et que tu peux modifier aussi si tu as envie, Ah oui, oui, bien sûr. Donc, soit tu prends, je te quoi qu'il dis un arrive. exemple, Jason Tatum, parce qu'il a un template incroyable. Bah, Jason D'accord? Tatum, tu peux dire, OK, là, c'est très bien, ça me convient, je pars là-dessus direct. Et dans ce cas-là, tu auras toutes les animations de Jason Tatum équipées sur ton joueur gratuitement. Donc, ça, c'est le petit bonus Ok. en plus. Soit tu te dis, bon, allez, je vais modifier quelque chose. Donc, ça peut être sa taille, son poids, ou ça peut être un attribut. Hmm. Ouais, il a trop à 3 points, je vais baisser. Il n'a pas assez en défense, je vais augmenter. Et ça, D'accord. c'est hyper bien. Vraiment, moi, Ouais, je me c'est bien suis, ça. ouais, ouais, je me suis vraiment penché là-dessus. Et il T'as y en a l'impression, qui sont ouais. vraiment bien. C'est une main tendue vers les gens qui n'ont pas le temps de manger toutes les vidéos sur les constructions Ouais, des jeux et comprendre toutes les subtilités qui peuvent être. Tu peux vite te noyer là-dedans, quoi. ouais, clairement. Heureusement, on a des mecs comme toi qui font le boulot pour décrypter le truc. Exactement. Autre truc qui a l'air marrant dans le jeu, c'est les Mamba Moments Ouais. de Kobe Bryant. Alors, je sais que tu as fait une vidéo là-dessus.
Et bon, tu as l'air de dire que c'est cool, mais en même temps que ça peut vite devenir un peu rasoir, quoi. Bah, moi, je me suis dit, j'ai vu les Mamba Moments, je me suis dit, ok, ça, c'est des Jordan Challenge version Kobe. Voilà, donc en fait, tu as quoi, 7 moments, c'est ça, de Ouais, la carrière de Kobe c'est ça. que tu dois refaire, on va dire, avec tu dois marquer tant de points, avoir tant de Mhm. rebonds, faire tant de trucs. J'ai remarqué qu'il n'y a pas le match à 81 points, d'ailleurs. C'est vrai. C'est assez C'est vrai qu'il y amusant. est pas. Parce que personne n'aurait réussi, peut-être. Ah, peut-être, ouais. C'est assez drôle de se dire ça. Bref, mais ouais, donc tu l'as senti comment ce mode de jeu? Alors, quand tu lances le mode de jeu, c'est très cool parce que au début de chaque moment, tu as un petit magnéto avec des vraies images de Kobe, tu vois, des images d'époque. Donc tu vois, il monte au dunk, le one-two punch avec Shaq, des vraies images. Ça régale, Mhm. tu vois. Ouais, Pour ceux qui ont connu ou qui connaissent pas et qui découvrent un petit peu les moments forts de Kobe, ça c'est vraiment bien. Ensuite, pendant le match, ou en tout cas au début du match, tu as la présentation des équipes et tout, donc c'est vachement rétro, tu vois. Tu es là, le premier Mamba Moment, c'est contre les Kings, 2004. Donc tu as Peja Stojakovic, tu as Jason Williams, tu vois, c'est vachement ouais, cool. marrant, ouais. Et ensuite, une fois que le match il démarre, moi je trouve que ça ressemble un peu trop à un match de carrière, tu vois. Donc D'accord. tu dois mettre 48 points. Bon, bah c'est parti, tu prends Kobe, tu montes le ballon. Et si tu t'y connais un petit peu dans le jeu, tu vas faire des step back, du pick and roll, tout ça. Tu vas réussir assez facilement à te créer Ouais, ton shoot, tu vois. d'accord, ouais. Donc je trouve que passer peut-être l'euphorie du premier Mamba Moment, ça ressemble un petit peu plus à du farming qu'autre chose, tu vois. Mais Ouais, par je contre, vois le les genre. vidéos au début, elles sont très très cool pour le coup. Ouais, ça peut aussi être un mode qui est utilisé pour commencer à prendre le jeu en main, par Ah exemple. complètement, ah Tu complètement, vois? ouais. En plus, les animations de Kobe, elles sont hyper bien. Moi, je me suis Ouais. régalé et je me suis même dit: «OK, là, le dribble dans le dos de Kobe, son step back, tout ça, c'est pas mal. Peut-être que je vais reprendre tout ça pour mon joueur Ouais. et faire du parc avec ça», tu vois? Ça t'a donné des idées. Ah complètement. Cool. Euh, Melvin, ta chaîne YouTube, depuis qu'on se parle, toi et moi, je me souviens que la première fois qu'on s'est parlé, toi et moi, t'avais un taf et c'était vraiment, ta chaîne YouTube, c'était un truc que tu faisais à côté Mmh. de ton boulot. Depuis, tu es passé full time sur YouTube. Ouais. Tu continues de grandir. J'ai vu que tu avais fait des parties avec Théo Malédon. Ouais. Tu es parti en reportage là lors du dernier NBA Paris Game Ouais. où tu es Ah, c'était là. bien cool ça. Ouais, tu m'étonnes, franchement. Raconte-moi un petit peu cette continuation dans la progression et tout ça. Comment tu. C'est cool? Ça se passe bien? Écoute, ouais, ça se passe bien, hein. Ça se passe bien, beaucoup de travail forcément parce Mais qu'il oui, faut de la carrément. régularité. Moi, je m'impose, tu vois, je m'impose mes 2 vidéos par semaine minimum. Là, c'est la sortie du jeu, donc on va augmenter la cadence, tu vois? Mais sinon, ouais, 2 vidéos par semaine, les streams. C'est pas forcément évident de tout concilier, tu vois? Parce que, bah, j'ai ma vie à côté aussi, donc le but, Bien c'est pas évidemment. de faire du Touquet toute la journée. Mais voilà, tu vois, j'ai des objectifs, que je suis pas trop loin, ou en tout cas, pas des objectifs finaux, tu vois? Mais Bien des sûr. milestones, on va dire. Par exemple, les 100 000 abonnés, tout ça, c'est des trucs Ouais, t'es tout qui me proche drive, là. tu vois? Je suis Ouais. tout proche là, je suis à même pas 3 000 abonnés ou à 3 500, un truc comme ça, donc je suis vraiment tout proche et ça, c'est des trucs qui me drive pour atteindre ces objectifs. Ouais, c'est fou, franchement. À chaque fois que je regarde ta progression sur YouTube, tout ce que tu fais, même sur les réseaux et tout ça, tes interventions, c'est chapeau, chapeau, chapeau. C'est vraiment au top. Et j'ai vu très récemment que tu t'es mis vraiment dans. Je savais que c'était déjà une de tes passions, Ouais. mais que désormais tu fais. Non seulement tu étais passionné par le fitness, pour les entraînements, tout ça, Le bodybuilding? voilà, le bodybuilding, mais que désormais tu es également coach sportif. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, je me Qu'est-ce suis qui s'est posé, passé là-dessus comment t'en es arrivé à entamer à une nouvelle, enfin, à ajouter ça, cette corde à ton arc? bah, en fait, moi, je fais de la musculation depuis plus de 6 ans D'accord. et bon, pour faire une petite parenthèse sur mon histoire perso, moi, je suis assez grand, tu vois? Je fais 1,86 m Ouais. et j'ai eu une grosse poussée de croissance quand j'étais au lycée et je me suis retrouvé à 55 kilos pour 1,86 m. Ouais, Donc j'étais ça très marque. maigre. Ouais, Ouais. j'étais très, très maigre et à un moment donné, donc je me suis dit: «Bon, c'est peut-être le moment là de changer», tu vois? Parce que, voilà, tu as des problèmes de confiance en toi, tu te mets en t-shirt, tu te dis: «Punaise, c'est quoi ces bras que je me coltine?» tu vois? Tu te Mmh. compares à tes potes, tu te dis: «Punaise, mais moi je comprends pas, j'ai le même âge que lui, mais j'ai le corps d'un enfant», tu vois?
Et j'étais pas au top de ma forme. Et je me suis dit, bon, allez, là, on va s'inscrire dans une salle de sport. J'y Ouais. connaissais rien du tout. Donc, je me suis dit, on va se poser, on va regarder des vidéos, on va lire des livres et on va s'éduquer, tu vois. Et de là, j'ai fait ma transformation physique tout Mhm. seul, de A à Mhm. Z. La nutrition, tout ça, je connaissais rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien de rien. Pour moi, quelqu'un qui faisait de la muscu, c'est quelqu'un qui faisait de la gonflette, tu vois. Donc, c'est pour te dire Je à vois quel bien, point ouais. le niveau zéro de connaissance. Et écoute, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Aujourd'hui, tu vois, je suis à un peu plus de 78 kilos. Et au-delà même du physique, hein, l'effet que ça a eu sur mon mental, tu vois, sur ma Ouais, façon ouais. de me voir et ma façon d'être avec les autres, ça Puis m'a fait un bien fou. ton hygiène de vie aussi, je Ouais, suppose. mon hygiène de vie qui a complètement changé. Et je me suis dit, ce que j'ai fait là sur moi, il faut que je le fasse avec les autres. Hmm. Tu vois, donc quelqu'un qui est pas bien parce qu'il a un problème de poids, ça peut être dans les deux sens, hein, ou soit comme moi, soit des problèmes d'obésité, ou même des athlètes qui se sont blessés, qui veulent se réathlétiser, tout ça. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et je me suis dit, bon, je l'ai fait sur moi, maintenant on va le faire sur les autres, donc on va basculer dans le coaching sportif. Ouais, c'est marrant. J'ai vu ça et je voulais t'en parler parce que je trouve ça assez. Et on voit bien dans ta démarche, c'est ça que j'aime beaucoup dans ta façon d'en parler, même là, maintenant, comme t'en parles tout de suite, là. C'est, voilà, tu sais très bien que tu arrives avec des a priori, tout ça, mais tu es allé te renseigner, tu es allé lire, emmagasiner des informations, emmagasiner du savoir que tu as utilisé d'abord pour toi et qu'aujourd'hui tu souhaites partager avec d'autres gens qui souhaiteraient faire quelque chose mais qui ne savent pas par où commencer. Et je trouve ça hyper positif. Ouais, Bravo. je te remercie, c'est hyper complexe, et c'est peut-être aussi complexe que créer un build sur NBA 2K. Plus même, parce que c'est concret. Et là, pour le coup, tu touches à de l'humain. Alors, je sais pas si tu as déjà des gens dont tu t'occupes et tout ça, mais voilà, ça se passe comment? Bah écoute, ça se passe bien, ça se passe bien. Le but, c'est de motiver les gens, c'est de Ouais, les aiguiller pour pas qu'ils fassent les erreurs que moi j'ai pu faire au début, parce que bon, d'accord. c'est bien beau, tu vois, d'avoir pris du muscle et tout, mais j'ai fait des erreurs. Enfin, je me suis pas blessé heureusement, Tout à fait. mais j'ai quand même fait des erreurs. Et bon, tu peux te blesser, tu peux avoir des problèmes posturaux. Voilà, tu peux quand même. On parle quand même du corps humain, donc c'est assez sérieux. Donc accompagner des gens, c'est à la fois les motiver et puis les sécuriser dans leur pratique, quoi, pour qu'ils atteignent leurs objectifs. C'est vraiment classe. En tout cas, comme d'habitude, j'invite mes auditeurs à t'aider à atteindre ces 100 000 abonnés là. Ouais. Essayez de faire un effort si vous le pouvez. Et puis, comme chaque année, je vais te suivre avec beaucoup d'attention et je vais regarder ta façon de construire ton joueur, tu peux en être sûr. Et puis, bah, merci de répondre toujours présent, Melvin. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Bah, merci à toi de m'inviter. Et pour ceux qui veulent me suivre sur la partie coaching, c'est sur Instagram et sur TikTok. Coach Melvin, MELVIN. C'est tout simple. Venez, vous allez apprendre plein de choses. Grave. Et bah voilà. Merci beaucoup, Melvin. On se dit à très bientôt. Bah oui, à très bientôt sur Touquet, hein, parce que Et maintenant qu'il y a le oui, mais crossplay, grave. Voilà, plus maintenant, d'excuses, hein. voilà. Peut-être qu'on fera une vidéo. Tiens, je joue avec le mec, le mec du podcast NBA Corner. C'est une chèvre, mais pas dans le bon sens. À bientôt, Melvin. À bientôt. Merci pour Ciao. l'invitation. Rebonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas dans le podcast NBA Corner. Lucas, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très très bien. Lucas, je t'ai demandé de venir parce que j'ai pensé à toi et j'ai vu C'est qu'il y gentil avait... déjà ça. Ouais, déjà, ouais. Je pense à toi souvent. Mais là, j'ai pensé à toi particulièrement parce que on m'a dit qu'il y avait des gars qui étaient MVP de l'Euroleague ou qui ont été MVP de l'Euroleague et qui se pointaient en NBA pour la saison prochaine. Et on va commencer. Je voulais parler avec toi donc de ces gars-là, de Sacha Vezenkov et de Mhm. tu vas me dire si je le prononce mal. Vassiliy Misic. Très bien, très bien. C'est déjà mieux que ce qu'on a pu entendre sur Squeak tout le long de l'année. Donc 10 sur 10. Ok, cool. Et on va parler aussi, mais à la fin, de Dante Exum, qui est un joueur que les fans NBA connaissent bien, qui est parti en Europe. On va refaire son histoire un petit peu. Qui est parti en Europe et qui revient la saison prochaine à Dallas. Donc je voulais parler un petit peu de toi qui suis l'Euroleague de façon très assidue, il me semble.
Oh oui, oui, oui. Bah, j'ai pas compté le nombre de matchs, mais on doit bien être sur 70% de la saison l'année dernière. Donc voilà, on a couvert ça avec The Upset Media sur Twitter et YouTube cette année, avec un grand plaisir. Voilà, le slogan de Upset Media, c'est la NBA c'est bien, l'Euroleague et le basketball européen c'est mieux. Eh oui. Donc voilà, ça donne un peu l'ambiance. Donc on va commencer immédiatement avec Sacha Vezenkov, signé au Sacramento Kings pour 20 millions sur 3 ans. Il jouait, il me semble, à l'Olympiakos l'an dernier. Alors de ce Ça. que j'ai lu de ce joueur, j'ai envie de dire que il est, pour moi, quand je vois un peu ses forces et ses faiblesses, enfin surtout ses forces pour commencer, c'est un peu un Klay Thompson. C'est un joueur qui est connu pour ne pas avoir besoin de dribbler pour scorer. C'est un peu l'antithèse de James Harden. Hein. C'est pas un mec qui va faire des gris-gris avec des dribbles entre les jambes en permanence. Shooter assassin, il a un flotteur redoutable, il est très bon dans les coupes au panier. J'ai l'impression que c'est un joueur qui va se régaler aux côtés de Sabonis. Il est très bon également dans les coupes backdoor, enfin tout ce qui est très, très capable de se démarquer et de lire le jeu, de comprendre en fait ce qui est en train de se passer sur le terrain, où il a besoin d'être, dans quel espace il peut aller pour avoir la balle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Sacha Vezenkov? Est-ce que j'ai dit n'importe quoi ou pas déjà? Non, non, déjà le parallèle avec Klay Thompson est très clair. C'est celui qui a été le plus réutilisé tout le long de la saison parce que voilà, on a ressorti. Il sort d'une saison qui est absolument monumentale, tant numériquement parlant que dans le ressenti. L'Olympiakos a déroulé cette saison. Ça a été Ouais. une machine sans pitié pour ses adversaires. Il y a eu énormément de vraies déroutes. Et évidemment, il fallait ressortir le meilleur joueur de cette équipe. Donc voilà, Sacha Vezenkov. Le parallèle avec Klay Thompson est très bien. Après, ça reste une position différente, mais c'est vrai que c'est un cerveau. C'est un joueur avec une grande intelligence, une grande discrétion, mais en même temps capable d'être très froid comme une lame, un véritable assassin. Il a plutôt Mm. des bons pourcentages. Hein. Il est à presque 60% cette année au tir, 43 à 3 points, un petit léger 74% au lancer franc, mais voilà, une bonne présence au rebond, un gros cerveau, une bonne qualité de passe, un shoot qui part très vite, très haut. C'est d'ailleurs très peu académique, mais bon, quand ça rentre, on va pas se plaindre. Et oui, vraiment, il a réalisé une saison de très très haut vol avec des statistiques avancées qui étaient tout bonnement incroyables. Je crois que tout le monde a ressenti les 275 points, 21 dribbles ou quelque chose dans le genre. Voilà. Donc surtout tout le plan statistique numérique, comme on sait que les gens NBA sont fans de chiffres, là, ils ont été plus que gavés. Ouais, j'ai l'impression que la force de Vezenkov, c'est principalement son jeu en attaque. Quand j'ai préparé cette émission, parce que moi j'ai découvert ce joueur, je ne connais absolument rien de Vezenkov, mais dans tout ce que j'ai pu lire, voir de lui, c'est quand même un joueur qui sur le terrain, impose une confiance en lui qui est assez incroyable et offensivement parlant, que ce soit sur les dribble and duff, les pick and pop, les pick and roll, le jeu dans le short roll, comme je disais tout à l'heure, sa façon de se démarquer et de proposer des solutions à ses coéquipiers, et puis des tirs qui sont absolument waouh. Enfin, je veux dire, il a rien à envier. En tout cas, en Euroleague, il a rien à envier à des mecs qui prennent des tirs hallucinants comme Steph Curry. Enfin, moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Je me dis, mais le gars, il a un mental de fou pour prendre ces tirs-là, quoi. Euh, Comment tu décrirais ce jeu en Euroleague et comment tu penses que ça va se transposer en NBA? À mon humble avis, il est arrivé dans la meilleure équipe possible. On sait que les Kings étaient sur ses côtes depuis très longtemps. Et bon, c'est pas pour rien. Ils ont, à mon avis, très bien cerné le rôle qu'il peut avoir au sein de la franchise. Et c'est quand même un joueur très intéressant, mais qui sublime son équipe, mais est aussi sublimé par son équipe. Hmm. Donc il fallait vraiment prêter attention en fait à la franchise dans laquelle il allait arriver. Mais avec le jeu pratiqué par Mike Brown cette année, moi je vois vraiment il y a de quoi s'enchanter en avance. Je parlais même, on va y venir avec Missy plus tard, mais on a un potentiel Six Man of the Year là, avec D'accord. un gros temps de jeu. Euh,
on a quand même Sabonis qui a une très bonne qualité de passe. Il y a énormément de mouvements, ça joue vite et ça va être le gars qui va se faire oublier, qui va se balader ligne de fond, qui va mettre des petits lay-ups, qui arrivera à générer de la passe parce qu'il a une très bonne vision de jeu. Il a un côté un peu humainement parlant déjà très bien. On n'en entend que du bien. C'est vraiment un très bon coéquipier. Et puis voilà, le Pirée a quand même eu un groupe qui se développe bien depuis des années. Ils essaient de garder le noyau sur sur la longue distance. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Et je pense que ça va matcher d'entrée à Sacramento. Il y a quand même une vibe très européenne depuis quelques années. Tout à fait. On peut remonter même à plus de 25 ans. Donc, c'est une bonne chose. Et je pense vraiment, j'en avais discuté, on avait fait d'ailleurs un podcast avec nos chers amis de Kings France. J'avais dit potentiellement, si on se projette un petit peu, ça peut être un remplaçant de luxe, joker de luxe qui peut tourner si tout va bien, il fait un très bon 25-30 minutes de jeu et en fait, il te remplit la feuille de stats avec 14 points de moyenne, il t'a pris 4 rebonds, il t'a donné 3 passes et en fait, il était là dans le run de fin parce qu'on sait très bien que le plus important, c'est pas de démarrer le match, mais c'est bien de les finir. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais aborder quand même un point important concernant Vezenkov. Ce que je pense que c'est un des arguments contre lui que j'ai vu le plus, principalement sur le site américain, qui est sa défense. Beaucoup disent que ce n'est pas un bon défenseur. Il n'est pas non plus horrible, manifestement. Il y en a plusieurs journalistes qui ont analysé le jeu de Vezenkov en Euroleague, se montrent plutôt positifs sur le fait, mitigé, mais il pense il peut tout à fait être un élément, que ça peut ne pas être un minus sur le terrain, qui peut être si la défense collective est plutôt solide, ça peut le faire. Il peut être caché par Mike Brown sur le terrain. Qu'est-ce que tu en dirais, toi, de sa défense? Est-ce que tu penses que c'est vraiment le point où il faudra travailler pour lui? Pas nécessairement parce que je pense que déjà il a 28 ans, donc il est un peu dans la force de l'âge. Il a quand même un gabarit intéressant pour la NBA parce qu'il fait 2,06 m. Mais c'est Ouais. sûr que en fait sur les positions sur lesquelles il va être joué, soit il sera un petit peu trop frêle face à des postes 4, soit il risque de se faire par moments un peu enterrer face à des gros masters sur le poste d'ailier. Reste à savoir vraiment comment ils vont le positionner et je pense que ça va être là le véritable enjeu pour Mike Brown, c'est d'arriver à avoir quatre autres joueurs à ses côtés qui puissent justement le masquer. Je dirais pas que c'est un mauvais défenseur. Je dirais que physiquement, ça va être intéressant de voir s'il peut tenir le coup. Le défi physique plus que les 82 matchs en eux-mêmes. Et c'est quand même des gens intelligents. Moi, c'est un peu la même question qu'on m'avait posée avec Doncic, c'est-à-dire que les mecs sont pas des défenseurs, mais ils ont le cerveau pour arriver toujours à chipper un ballon, à se positionner correctement. C'est un petit roublard aussi, donc il peut très bien arriver à prendre des offensive charge à la Kylori, tu vois, dans l'idée. Donc, faut voir vraiment. En fait, le plus important, c'est vraiment qu'il soit bien impliqué dans le groupe, que les mecs comprennent très bien ce qu'il peut en faire. C'est vraiment, je pense que c'est un des joueurs où il faut comprendre ce qu'il peut faire. Il faut pas essayer de faire quelque chose d'autre avec lui. Donc ça va être très important. Il y avait un gros doute, j'ai vu, sur son association avec Sabonis, l'argument étant de dire, justement, on parlait tout à l'heure de potentiellement cacher Vezenkov en défense, le plus possible, tout du moins. Et l'argument était de dire, justement, voilà deux joueurs qui ne sont pas rapides sur les déplacements latéraux et la potentialité que cette association soit impossible pour Mike Brown, du moins dans les matchs coup près, dans les matchs à enjeu. On pense aux playoffs, bien évidemment, puisque les Kings ont tout à fait l'intention et la capacité de retourner en playoffs la saison prochaine, clairement. Je pense même qu'ils vont être plus forts que la saison passée. Je le crois vraiment. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu penses que faire jouer Vezenkov et Sabonis ensemble, c'est un no-go immédiat, enfin c'est pas possible, ou tu penses que il y a moyen que ça passe? C'est risqué, mais ça reste quand même deux joueurs qui sont pas défenseurs de base. Sabonis fait du très bon travail, mais il n'est pas un pivot de base. Et je pense que ça peut être compliqué. On l'a vu d'ailleurs, puisque Sacramento essaie de s'ajuster en signant Javal McGee à côté. Donc, il faut quand même avoir des mecs col bleu dans le métier, présence au rebond et défensif, justement pour essayer de balancer un petit peu ça.
L'association est intéressante dans certaines situations, j'imagine, parce que voilà, avec tout le jeu de passe, on peut arriver à avoir quelque chose de très léché, en fait, de retrouver cette patte un peu où le ballon circulait énormément à l'époque Golden State. Ça, j'y crois énormément. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser sur Vezenkov, et c'est un aspect dont on a souvent parlé chez The Upset Media, Mhm. mais c'est plus sur le mental. C'est-à-dire que cette année, l'Olympiakos est une vraie belle Rolls-Royce qui tournait très bien, qui roulait très bien et qui pouvait compter sur beaucoup de joueurs. On avait des profils à la Shaquille Makisic, en mode pétard ambulant, qui pouvaient en mettre 15 chaque soir. Et on avait le patron, les vraies couilles de l'équipe, que c'était Kostas Loukas. Et il y a Mhm. eu beaucoup de matchs où, en fait, on attendait Sacha Vezenkov, on attendait le MVP en puissance face à des grosses écuries, Barcelone, Fenerbahçe, j'en passe, et il s'est souvent manqué. Il s'est souvent manqué, et comme j'avais pu le dire justement sur le podcast de Kings France, il se rattrape très bien derrière. Mais qu'est-ce que ça va être en NBA quand le lundi tu affrontes les Lakers, le mercredi tu as Phoenix et je sais pas le vendredi tu as les Clippers et puis la semaine d'après il faut se rendre à l'est et tu vas taper Mhm. les Bucks, les Celtics. C'est là qu'il va être intéressant de voir à quel point il peut vraiment se contrôler, à quel point on va vraiment lui donner un rôle aussi pour pouvoir s'exprimer. C'est très intéressant son cas-là parce que voilà, on était un peu mitigé sur l'idée de son départ parce qu'évidemment on perd un MVP en puissance, un joueur incroyablement beau à avoir joué dans un basket européen et évidemment on sait que quand ils partent, s'ils doivent revenir après, si l'expérience ne s'est pas bien passée, c'est des années de perdu et il faut se réadapter, etc. Mhm. Moi je pense que le mental là, ça va être très ça peut être un vrai point noir parce qu'on sait à quel point la NBA réagit vite et à quel point tu peux vite te faire lyncher. Et s'il se passe 2 ou 3 matchs dans le genre, il y a vraiment eu des matchs où on se dit mais où est-il les playoffs, le premier tour des playoffs face au Fenerbahçe. Euh, donc ça c'est une série qui se joue au meilleur des 5 matchs et il y en a Mhm. eu 2 voire 3. On se dit où est-il? Quand est-ce qu'il arrive? Alors certes, il sait choisir ses moments, il laisse le jeu venir à lui, etc. Mais il y a des moments où le Pirée avait vraiment besoin de lui et il n'était pas là. Et il a fallu compter sur d'autres joueurs. Donc l'avantage, c'est de se dire qu'il sera pas ni la troisième, quatrième, ouais, peut-être quatrième option offensive dans le système des Kings. Donc ça peut le replacer à une position qui lui sera plus préférable. Mais attention, c'est peut-être le gros point noir, plus que sa défense à mon avis. Et il faudra voir un petit peu comment l'allocation de minutes de Mike Brown. Combien de minutes il va lui donner? Quel genre de marge de manœuvre il va lui laisser? On a échangé, toi et moi, par message pour préparer cette émission. Et tu m'avais parlé d'un joueur dont tu voulais parler, c'est Simone Fontecchio, Uh-huh. le joueur italien qui a fait sa première saison au Jazz. Et j'ai retrouvé une interview de lui qui parle de sa saison rookie donc à Utah. Et c'est très intéressant en fait. Concernant Sacha Vezenkov, moi, tout à l'heure tu parlais de mental. Finalement, j'ai l'impression que ces joueurs qui sont des stars de l'Euroleague ou du star du basket européen, c'est souvent le truc dont j'ai le plus peur en fait. C'est que quand tu vois Vezenkov, quand je vois les highlights que j'ai pu voir, les extraits de matchs que j'ai Ouais, pu, l'exposition médiatique. bah, en fait, quand je le vois en Euroleague, je sens que tu sens qu'il sait que c'est un joueur majeur de l'Euroleague et qu'il déborde de confiance en lui. En NBA, avec beaucoup moins de minutes à jouer, donc il va jouer quoi? 20 minutes déjà, ça serait beaucoup 20 minutes par match. Oui. Euh, Avec moins de tickets shoot, et si ça rentre pas, comment il va réagir? Moi, en fait, cet aspect mental et confiance en soi qui, je trouve, me questionne le plus les concernant. Et Fontecchio parle de ça justement dans cette interview avec la Gazzetta dello Sport. C'est que il explique que c'est très compliqué en fait de s'y faire en fait à ça, de pas être tout d'un coup d'être relégué à au stade de Du role moindre. player quoi. Mhm. Oui, c'est vrai. Après, on avait vu beaucoup de renégociations. On sait que Mike Brown, les Kings s'étaient déplacés pour le voir à plusieurs reprises.
il avait re-signé au Pirée l'année d'avant avec une no NBA trade clause. Mhm. Du coup, on imagine bien que c'était aussi pour que le club grec se fasse une petite enveloppe sympathique, mais c'est sûr que je ne pense pas qu'il aurait pris la décision de venir en NBA Mhm. s'il n'avait pas l'assurance d'un D'un peu de rôle. responsabilité, Ouais. d'un rôle de temps de jeu de minutes. Ça aurait été une hérésie, sachant il n'a pas gagné l'Euroleague cette année. Ça fait plusieurs fois que le Pirée manque le coche. Moi, je m'étais dit, s'il perd cette année, je pense qu'il peut rester une année de plus et essayer de gagner l'Euroleague. Visiblement, les GM ont trouvé les bons mots. Donc, je pense qu'il y a une certaine assurance sur le contrat verbal de tu joueras tant, on va compter sur toi. Ça fait un bon moment qu'on te veut, donc du moins je l'espère. Et en termes de temps de jeu, c'est quelque chose qui lui sera plus positif que négatif à mon avis, parce que c'est un mec qui a un rendement sur une très courte période de jeu. Quand il joue en Euroleague cette Ouais. année, c'est 29 minutes de temps de jeu. S'il tourne à 25 minutes en NBA, mais que ce sont de vrais 25 minutes et pas du garbage time quand il y a plus 35 sur le box score, tu vas t'y retrouver, je pense. C'est un peu ce que je te disais au début euh, plutôt, bon, tu seras pas starter, mais tu finiras les matchs quand ils seront chauds. Ça peut être Je vois, ouais. important. Et ça va être aussi je pense que physiquement, ça risque d'être un petit peu compliqué. On sait que les meilleures équipes d'Europe, d'Euroleague jouent énormément de matchs et le calendrier est aussi très serré. Donc il a évidemment cette notion-là d'un calendrier très relevé, mais la NBA, ça reste quand même autre chose avec des athlètes beaucoup plus développés, un défi physique qui est beaucoup plus présent. Donc de l'avoir en sortie de banc avec un temps de jeu un tout petit peu moins que ce qu'il a pu connaître, mais t'assurer qu'il soit en forme, c'est une bonne chose. Ouais, tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais juste rappeler l'historique un petit peu de l'arrivée de Vezenkov en NBA. Il a été drafté en 2017 par les Nets de Brooklyn. Ses droits ont été échangés 2 fois à Cleveland en 2021 et ensuite aux Kings en 2022. Et effectivement, je pense que les Kings ont manifestement un plan avec lui. Lui-même, je pense qu'il a vu la saison des Kings l'an passé et je suis persuadé qu'il s'est dit tiens, ça va passer. Donc, il y a quelque chose à faire là-bas. Il y a un projet, il y a quelque chose qui est bien. Donc voilà. On va parler de Oui, et puis on Vassilier. sait, Oui, juste pour vas-y. finir, et on sait, Oui, on bien sait que sûr. les joueurs communiquaient énormément avec lui. Sabonis a fait une véritable propagande pour qu'il vienne. Et on sait, voilà, comme on l'a dit, il y a une vibe très forte des Balkans à Sacramento depuis des années. Donc, Hmm. pour nuancer un peu, moi, c'était plus l'avis général. J'aurais préféré qu'il reste en Euroleague, mais je suis très très intrigué de ce que ça peut donner à Sacramento et je trouve qu'il est tombé à un très bon endroit. Si ça avait été une autre franchise, il aurait fallu que ce soit, voilà, dans l'idée Utah, San Antonio, Hmm. Denver, mais il fallait pas l'imaginer dans l'équipe NBA type, sinon là ça aurait Ouais. été foncer les têtes dans le mur. Mais franchement, j'ai très très hâte. Ça m'a hypé de préparer cette émission sur lui. Moi qui connaissais pas du tout ce gars-là, Ah, très beau j'ai joueur. j'ai très très hâte de le voir. Franchement, s'il garde cette espèce de confiance en lui absolument hallucinante, ça peut être très 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 fun dans cette équipe. On va parler de Vasilije Micic, OKC Thunder. Il a été drafté, lui, en 2014 par les Sixers, 52e choix de la draft. Pareil, ça a été ballotté dans tous les sens jusqu'à ce qu'il termine donc à OKC. Il a signé un contrat de 3 ans pour 23 millions de dollars. Il a 29 ans. Ouais. Il a été MVP du Final Four, MVP d'Euroleague. Enfin, il a, Double MVP même, hein. ouais, enfin, il a un palmarès de dingue en Euroleague, Micic. Ah oui, c'est une des grosses stars de ces 5 dernières années et on est sur un joueur qui a tout connu. C'est-à-dire que dans sa jeunesse, il était fan de ski et il a une famille, sa sœur est championne de snowboard, il me semble, c'est Nina Misic. Mhm. On a eu un très beau documentaire. Si tu l'as pas vu, je peux te le conseiller. J'en avais fait un thread d'ailleurs sur mon compte perso sur la Serbie, qui était réalisé par l'Euroleague l'année dernière. D'accord.
Et voilà, c'est un joueur qui est parti de rien, qui a connu énormément de blessures étant jeune. Quand il partageait le ballon avec Nikola Jokic à l'époque au Megalex, il s'était blessé très gravement au genou D'accord. et il n'a jamais rien lâché. Un esprit de compétition, un mental en fer. Et au fur des années, il a su se parfaire. Je pense que si beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes suivaient Vassili Micic depuis ses jeunes années, personne n'aurait pu imaginer ce qu'il est devenu à l'heure actuelle. Moi, j'ai pris un peu en cours son année après Bayern, Belgrade, et en fait le véritable bon, ça a été son année au Žalgiris Kaunas, sous la houppe de Saurunas Jasikevičius Mhm. qui l'a vraiment propulsé. Et ensuite, il est parti à Anadolu Efes où il a fini par installer son statut de patron, homme à tout faire avec une vision complètement folle, avec des tirs clutch à ne c'est un incontable nombre de tirs qu'il a pu te rentrer. Il a fait une très belle paire avec Shane Larkin et évidemment tout le succès Mhm. qu'a connu l'Anadolu Efes sur les dernières années avec leur coach Ergin Ataman, double champion Euroleague. On s'est toujours demandé s'ils avaient pu faire si le triplé avait été possible puisqu'il y a une année qui a été annulée à cause du Covid. Donc voilà, c'est un joueur magnifique. C'est vraiment, on est sur un profil, c'est le mec qui te fait lever de ton canapé, tu vois. C'est Ouais. toujours des actions magiques, toujours présent dans le clutch time. C'est vraiment un joueur beau, très beau à voir jouer. Alors, une question qui me vient concernant Micic. Il y a des joueurs comme ça que j'ai vus en Europe. Tu parles de Sarunas Jasikevičius, le Lituanien. Je crois qu'il est arrivé en NBA à 29 ans, même âge que Micic. Milos Teodosic, le Serbe, son 30 ans aux compatriote, Clippers. 30 ans, ouais. Il y a d'autres exemples aussi. Est-ce que il arrive pas un peu trop tard en NBA? Est-ce que, enfin, déjà cette question-là, et dans cette équipe du Thunder, comment tu vois ce joueur se frayer un chemin dans la rotation? Est-ce qu'il arrive trop tard? Je ne pense pas, parce que il a fallu vraiment travailler dur pour en arriver là. Peut-être une année trop tard, parce que cette année, on a vraiment eu le sentiment à l'Anadolu Efes que le cycle se terminait. Et c'est quand même, on parle quand même d'une équipe qui a tout cassé depuis 2018-2019. Qui a joué le très haut niveau, qui terminait toujours dans le Final Four, qui l'a gagné et qui aspirait vraiment à beaucoup de choses. Et cette année, on a senti que ça y est, le groupe se fracassait. D'ailleurs, on l'a vu, le coach est parti, beaucoup de joueurs du groupe sont partis. C'était une fin de cycle, comme un peu beaucoup de grosses équipes de champions connaissent. Il aurait pu partir un peu plus tôt. Après, moi je trouve que c'est quand même le bon moment parce qu'il a un bagage qui est très conséquent, qui va le permettre de comprendre beaucoup de choses sur le basket NBA. Dans la meilleure des compositions, moi je le vois en sortie de banc, derrière un Shai Gilgeous-Alexander, parce qu'il est capable de monter la balle, il verra tout avant les autres, il sera capable de distribuer de très bons caviar. Ça sera un Mhm. très bon relais en porteur de balle, gestionnaire de Shai et Josh Giddey. Et je trouve quand même qu'OKC manque de vrais seconds meneurs dans sa Ouais. rotation. On sait qu'ils ont essayé Treman, ça s'est pas forcément bien passé. Enfin, Ouais, il en manque. dans le sens gestionnaire, mais qui est capable aussi d'apporter du scoring, C'est quelque ça. part. C'est ça. Je pense que là où il va falloir se focaliser, c'est est-ce qu'il arrivera vraiment à poser sa patte sur les systèmes, à se faire comprendre avec ses coéquipiers, à délivrer. Et ça, j'en doute pas. Oklahoma City, c'est quand même aussi une franchise qui a connu pas mal de prospects européens et on va dire plus non-américains même. Gilgeous Alexander est canadien, Ludort est de Haïti. On a donc Josh Giddey qui est australien, on a Pokusevski qui est serbe aussi. Donc, je pense que ça peut être encore une fois un bon environnement. Je pense qu'il est venu, tout comme Vezenkov, avec des certitudes.
Et oui, moi je vois très bien un joueur, il sera peut-être un peu plus en retrait, offensivement parlant, mais il arrivera toujours à trouver des petits tirs mi-distance, il arrivera toujours à mettre un gros tir à 3 points. L'adresse, c'est pas forcément son truc, mais c'est aussi parce qu'il croque énormément Ouais. et il se faisait énormément cibler sur les précédentes années. C'était un peu l'homme à abattre, et on sait que voilà, c'est quand même une position où il y a énormément de concurrence et les mecs se font un plaisir à 30 dedans en Europe dans le basket FIBA. Le défi physique, là, les match-ups directs risquent d'être un peu compliqués, il risque de se faire sabrer. C'est pour ça que je parlais peut-être d'une baisse offensive. Mais si tu en obtiens 10 points avec, je te dis, on va dire 2 rebonds, mais s'il arrive à tourner à 6 passes en sortie de banc, ça sera vraiment très bien. Et comme je te disais pour Vezenkov, là, vraiment, Micic, si on en obtient le meilleur jus possible, c'est un candidat très sérieux au Six Man of the Year. D'accord, ouais. Aussi. Ouais, t'es plutôt très optimiste les concernant, ces deux joueurs-là, Très sur leur optimiste, capacité à s'adapter. Très optimiste, oui, parce que c'est quand même de gros cerveaux. Après, je Ouais. pense ils risquent de souffrir. On est vraiment sur deux exemples, en fait, où on ne sait pas si la marche est trop haute, comme on a pu beaucoup le voir par le Mmh. passé. Et c'est un peu ce qui nous fait peur, parce qu'on se dit on perd nos prospects, nos talents en Euroleague. Mais tout est logique. Tu vois, dans la même idée, il y avait le meneur canadien Kevin Pangos aussi qui faisait le malheur en Euroleague, parti en NBA aux Cleveland Cavaliers l'année dernière et qui n'a absolument rien fait, qui s'est pas trouvé de place, qui du coup a eu du mal à se retrouver à nouveau. Il est reparti en Europe à Milan et ça a été compliqué pour lui. Ouais. Donc en fait, moi, si tu me demandes de te vendre les deux joueurs qu'on vient de discuter, ils sont incroyablement intelligents et ils sont bourrés de talent. Donc, c'est impossible de se dire qu'en NBA, dans une ligue où le terrain est plus grand, où ça défend moins et c'est quand même beaucoup plus facile de scorer, qu'ils ne puissent pas s'épanouir. Mais ça dépend de beaucoup de facteurs physiques, mentaux, et ça dépendra aussi de la confiance qu'on va leur donner. Tout à fait. Mais tu me connais très optimiste. Moi, j'essaie toujours de voir le meilleur, la meilleure version possible. Et moi, je l'ai vendu à beaucoup de gens comme quand même un potentiel gros candidat à un Six Man of the Year. Ouais, ça dépend effectivement des rôles qui leur seront attribués et la façon dont ils vont s'en saisir et prendre ces opportunités qui vont leur être données, ça c'est sûr et certain. J'ai l'impression que pareil, hein, que ce soit Vezenkov ou Micic, ils ont tous les deux des rôles à jouer dans leurs équipes, ils sont attendus par leurs équipes respectives, qui se sont engagés sur plusieurs saisons, donc il y a un projet qui est en place aussi. C'est ça qui est rassurant, j'ai l'impression. Ouais, c'est de se dire qu'il y a peut-être eu un peu de patience de leur part et ce besoin peut-être de mettre des mots concrets sur les responsabilités qu'on leur donnera. Et bah pour le coup de Vassil Micic, c'est donc son agent qui est Misko Raznatovic, qui est le parrain des prospects européens, c'est lui qui a dégoté Nikola Jokic et il détient une Ah oui. énorme partie des joueurs européens en NBA. Et Bogdanovic, voilà, il a énormément de monde sur la liste et il s'est associé depuis longtemps avec Wasserman, l'agence de scouting américaine. Donc ça sort pas de nulle part. Ouais. Et si on en a entendu pendant 2, 3 étés, c'est que ils ont bien dû travailler le dossier, du moins j'espère. Et on verra maintenant. Il y a plus qu'à attendre octobre pour voir ce que ça donne. Tu viens de me donner une idée de podcast à faire un autre jour avec toi. Mais c'est vrai qu'on parle souvent des joueurs qui viennent d'Euroleague, qui viennent en NBA, puis le jour où ils repartent quelque part, on n'en parle plus vraiment. Parce que voilà, c'est pas Ah, il y choquant en a non un plus. paquet. Mais Il il y y en en a a un un paquet. paquet. Et ce qui est marrant, c'est que quand toi, tu es fan d'Euroleague, tu vois les joueurs revenir qui ne sont plus forcément ce qu'ils étaient quand ils sont partis. Et je trouve qu'il y a potentiellement des histoires assez marrantes et intéressantes à raconter là-dessus, tiens. Il y a énormément de parallèles. On s'était permis dans une autre sphère de faire un podcast. Ces joueurs qui sont actuellement, on va dire NBA, G League, Chine et qui devraient plutôt revenir en Europe parce qu'il y a quand même 3 compétitions européennes. Ouais. Il y a un niveau, il y a un bon, il y a un bon, une bonne qualité de vie. Tu peux être très bien payé maintenant en Euroleague. C'est pour ça qu'on voit énormément de parallèles. Tout à fait. Et puis ça commence à se faire médiatiser. On peut remercier un peu Victor Wembanyama pour ce coup-là, mais par exemple c'est la première année où ESPN s'est acheté les droits TV pour diffuser le Final Four, pour que les gens Ouf. puissent voir Sacha Vezenkov. Ah ouais, complètement fou. C'est vrai
Il y a des micro-révolutions comme ça dont on parle pas forcément d'un point de vue médiatique. Et tu as raison de le souligner. On Bah, va à partir du moment où tu as quasiment les meilleurs joueurs chaque année qui ne sont plus des Américains, il faut se poser la question aussi. complètement, complètement. Tu prêches un convaincu. Ah Tu le bah sais oui. très, tu le sais très bien. J'aimerais, pour finir notre parenthèse, toi et moi, parler de Dante Exum, qui est de retour en NBA. Et donc, je vais refaire un petit peu son historique. Il a été sélectionné par le Jazz d'Utah, 5e choix de la draft en 2014. Il avait 19 ans. Euh, Sa carrière NBA a été déraillée en raison des blessures. Vraie déception, étant donné les attentes qu'il y avait autour de ce joueur. Hein. Il était très, très attendu. Je me souviens de quelques comparaisons avec Kobe Bryant. D'un point de vue physique, hein, pas d'un point de vue de talent. Mais Je ne répondrai pas. non, non, mais tu fais bien. Voilà, il a eu pas mal de passages en G-League parce qu'il était toujours de retour de blessure quelque part. C'était un peu triste. C'est devenu triste assez rapidement. Il Ouais. a été envoyé à Cleveland en décembre 2019 dans l'échange qui a fait venir Jordan Clarkson à Utah. Janvier 2021, il est envoyé aux Rockets. L'équipe le coupe en octobre de la même année. Décembre 2021, il rejoint l'effectif de Barcelone. Juillet 2022, il a signé avec le club mythique du Partizan Belgrade. Et le voilà de retour donc en NBA. Il a signé à Dallas. J'aimerais d'abord que tu m'expliques un petit peu Dante Exum dans le championnat européen, que ce soit à Barcelone ou à Belgrade. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ce que tu as vu, de son évolution, parce qu'il a pas mal évolué. Ouais. Le joueur qu'il était à Barcelone n'est pas du tout le même comment il a terminé à Belgrade. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui, comment il s'est acclimaté un petit peu à l'Euroleague? Bah déjà, tu l'as très bien introduit, je trouve, parce que c'est vraiment un joueur qui a connu deux salles, deux ambiances. Ouais. C'est-à-dire que il a connu il a mis un pied dans l'Euroleague en milieu de saison à Barcelone, une des institutions sportives qui essaye de gagner l'Euroleague depuis des années, qui est parfois un peu la risée de certains fans d'Euroleague parce que c'est le club qui dépense des milliards et qui ne gagne jamais. Et il s'est retrouvé avec un des coachs les plus rigides de la planète Terre, alors qui est capable de faire de très belles choses, mais qui comprend très bien ses joueurs, mais qui en même temps ne laisse aucune liberté. Jasikevičius, on parle quand même d'un des coachs qui est capable de saper le plus de joueurs, et dès qu'ils partent, ils se remettent à revivre. Je vais pas commencer à faire liste parce qu'elle est interminable, mais du coup, il s'est retrouvé en fait dans une équipe qui déjà tournait pas trop mal, et on lui a dit, eh bah toi, tu sais quoi, tu vas tout faire. C'est-à-dire qu'il a joué poste 1, poste 2, poste 3, poste 4. Incroyable. Et évidemment, physiquement, c'est ce qui était très intéressant chez Dante Exum depuis le début, c'est un vrai physique, et il a cette pluralité sur un parquet qui lui permet de se demander qu'est-ce qu'on en fait. Et il a eu un rendement relativement bon. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il s'est très rapidement adapté au jeu de Barcelone. Et alors ensuite, tu enchaînes avec si Greg Popovich avait coaché en Euroleague. Donc tu passes d'un coach relativement bon mais rigide, et tu passes à un coach, le meilleur coach de l'histoire Ouais, de l'Euroleague, Jelko ouais. Obradovic. Et là, ça a tout de suite marché. Le Partizan revenait en Euroleague, et ça a été une très belle saison pour eux. Ils ont accroché les playoffs. Ils ont vraiment réalisé une très très belle saison. Avec la fanbase évidemment incroyable, les gros barils, Ouais. des records d'attendance dans les salles. Et C'est une religion là-bas. au-dessus, c'est Maradona avec les Argentins. Je C'est vois ça, ouais. mieux. C'est ça. Je vois pas mieux. C'est complètement fou, quoi. L'ambiance dans les stades, c'est tu sais qui m'a toujours fait marrer avec Nikola Jokic, et tu sais, quand lui, des I journalistes played in Serbia, qui, brother. qui lui posent la question, ouais, ça va, t'es pas trop secoué par les fans et tout. Mais mec, mais j'ai connu 10 fois pire, quoi. Pour moi, c'est la Rien à récréation, ton voir. truc, là. Bref, pardon, excuse-moi. Non, non, bah attends, entre passionnés, on se fait kiffer. Et il faut savoir que le Partizan cette année avait quand même plusieurs joueurs américains. On avait vraiment on aurait pu diviser l'effectif en deux, entre américains, anciens joueurs NBA,
étrangers plus serbes, puisqu'il y a quand même un très gros collectif pour faire la BA League et compagnie. Donc ils partageaient la gonfle. Il y avait des joueurs très référencés comme James Nunali, il y avait Mathias Le Sort à ses côtés, il y avait Zach Leday, il y avait Smail Agic, du coup, qui était passé au Golden Oh la State vache! Warriors. Ah ouais, il a terminé là-bas, d'accord. Ouais, et il a fait une très belle saison, d'ailleurs. J'adorais ce joueur, je pensais qu'il allait vraiment réussir, pardon. Et ben, il a fait de très bons playoffs et il arrive à comprendre, bon, encore une fois, sous Jelko Obradovic, et du coup, il a fait une très belle saison au poste 4-5, il offre énormément de choses, mais on parlera de lui une prochaine fois. Oui. Et Exum du coup, est presque devenu un meneur sous Obradovic, et c'est le stéréotype du mec qui, chaque soir, tu le vois pas trop, et puis il a mis 12 points, il t'a pris 5 rebonds, il t'a fait 5 passes. Ouais, d'accord, ouais. Il est partout. Il est absolument partout. Comme d'habitude, même s'il est pété de partout, il continue à courir. Il continue à être un petit électron libre. Il cavale de partout et avec de bons pourcentages. C'est aussi quelque chose. Il a énormément travaillé au fil des années parce qu'il a dû quand même bien ronger son frein avec toutes les blessures qu'il a pu accumuler à Utah. Il a travaillé son tir de plus en plus. De là quand même à finir un presque 50-40, 85, je regarde mes notes à côté de Ouais, moi, ouais, au bien lancer sûr, franc. ouais. Donc Et, ça veut dire quelque chose. et en termes de Et volume, j'ai vu qu'il a pris, contrairement à Barcelone, où il avait pareil des stats qui étaient plutôt encourageantes, mais à Belgrade, il a shooté beaucoup plus, il a beaucoup ça a plus, doublé, il a tout a pris, doublé. voilà, il a pris beaucoup plus de responsabilités offensivement, et il est resté dans des pourcentages qui sont tout à fait acceptables, voire très honorables même. Ouais, plus qu'acceptable. Même le Partizan était une vraie machine offensive. Je crois d'ailleurs que c'était la première au offensive rating. Et en fait, tous les soirs où tu affrontais le Partizan, tu pouvais être sûr d'en prendre minimum 90. Et ça pouvait monter jusqu'à 120 si tout le monde était à droit. Hmm. Donc, tu avais vraiment une véritable machine offensive. Et dans un basket relativement libre, qui circule énormément, un Cerbère à plusieurs têtes, vraiment. Et c'est très intéressant de le voir prendre beaucoup de plaisir, de communier avec les fans à chaque victoire. C'était vraiment important de le voir s'ouvrir. Et personnellement, un petit peu déçu de le voir retourner en NBA, même si c'est compréhensible. Quand il était en NBA, ce qu'il a toujours été pour le coup, c'était un excellent défenseur. C'est quelqu'un Oui. qui, dans ses déplacements, il était incroyable. J'ai deux questions pour toi. Quel sera son rôle à ton avis à Dallas, sachant qu'il va jouer donc avec Kyrie Irving et Luka Doncic, donc il va être beaucoup moins le créateur qu'il a l'air d'être devenu en Europe, et donc il va retourner sur un rôle de spot-up, voilà, de joueur qui va prendre un peu la balle, mais grosso modo il l'aura pas souvent quand même dans les mains. Est-ce que tu as peur, est-ce que tu n'as pas peur du fait qu'il se reblesse parce qu'il va retrouver un rythme un volume de Effrayant. match où c'est peut-être pas pour lui en fait. Physiquement, c'est C'est, compliqué. c'est ma principale crainte. On va pas se mentir, et je pense que c'est la crainte de beaucoup de personnes, de se dire, tu as assez expérimenté les moments difficiles, les cadences élevées, pourquoi te réinfliger ça? Ouais, T'es bien payé, tu apprécies ta vie. Il a fait des podcasts avec Joao Lucas qui tient le podcast de l'Euroleague où il a dit que vraiment il adorait sa vie. Sa femme l'avait excellent. rejoint, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Donc voilà, il y avait vraiment tout, tout était aligné pour que tout se passe bien. Et pour répondre à ta deuxième question, je pense que les Mavericks attendent de lui ce que Frank Nilikina apportait en plus, mais avec un aspect offensif potentiel. D'accord. C'est-à-dire ce Ouais. mec Ouais. qui peut couvrir la position 1 à 3, physique, rapide, et on lui demandera rien de plus, mais s'il peut, il fournira plus. Je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça comme ça, mais c'est effectivement très Ah, intéressant. quand je l'ai vu arriver, je sais plus si Franck avait été coupé ou était annoncé sur le départ et après il est venu ou si c'est l'inverse. Mais pour moi, c'était clair. C'était vraiment cette idée de, ok, bon bah voilà, il faut remplacer Nilikina. Tu ramènes un mec qui est référencé, qui connaît le circuit, qui peut peut-être jouer plus de minutes, et si il a la balle dans les mains, il saura soit faire une bonne passe, soit prendre un tir, ou il n'aura pas peur d'aller au contact. Ouais, j'ai vu un site de fans américains des Mavs
qui comparait son rôle potentiel à celui de Dorian Finney-Smith, enfin ce qu'ils ont perdu avec Dorian Finney-Smith. Avec moins de taille. Avec moins de taille, effectivement, et avec le point d'interrogation sur sa capacité en catch and shoot de marquer les 3 points quand il est ouvert, quoi. Est-ce qu'il va être... Ça sera plus un gros D qu'un 3&D, à mon avis. Ouais. Toi, franchement, ce parcours, parce que je me demande ce que Dante Exum vient chercher dans ce retour en NBA, je trouve ça assez fascinant. Je suis très agréablement surpris par le fait qu'il retente sa chance. J'ai un peu peur, je t'avoue, qu'il se pète encore physiquement, quoi. Mais je trouve que l'histoire est belle. L'histoire m'intéresse énormément et je vais vraiment regarder ça. Bah, on a quand même l'exemple de, on va dire, inverse des tendances actuelles, c'est-à-dire beaucoup partent pour l'Euroleague, mais lui est parti pour revenir. Je pense que la principale motivation, c'est peut-être un petit peu le projet sportif, mais aussi une certaine assurance d'argent aussi, puisque il sait qu'il a été beaucoup blessé, il a 28 ans, c'est le moment d'engranger un petit peu de sous de côté. Je pense aussi que ça a peut-être joué dans la balance, même si la différence financière n'a pas été nécessairement énorme avec ce qu'il a pu gagner aux Partisans. Ouais, à voir. Un dernier mot. Et tu vois, dans l'idée, le Partizan s'est très bien réadapté puisqu'ils ont signé PJ Dozier qui était passé à Denver. Denver et les Kings. Et tu vois, dans le profil, on va pas dire la même chose, mais c'est quand même un joueur de grande taille avec de longs segments et capable de faire un peu tout. J'adorais ce joueur quand il était à Denver. J'étais persuadé que ce gars-là allait devenir prometteur. Allait devenir quelqu'un. Et comme quoi, tu vois que l'Euroleague, c'est justement peut être ce spot où des joueurs trouvent un deuxième élan, un second souffle et potentiellement pour mieux revenir après, quoi. C'est ce que je lui souhaite en tout cas avec Sam, clairement. Ouais. Un dernier mot sur les joueurs d'Euroleague qui font la transition NBA. Bah écoute, cette année on n'en a pas eu beaucoup. On a pu en discuter du coup ensemble. Moi je trouve que Simone Fontecchio ferait mieux de revenir parce qu'il est clairement pas dans les plans du Utah Jazz. On a eu cette année aussi Chima Moneke qui était qui a été ramené de Manresa, qui évoluait en basket Champions League si je dis pas de bêtises, qui a été ramené au Sacramento Kings pour au final repartir du côté de Monaco, où il n'a pas fait grand-chose, malheureusement, et du coup, il reste en Euroleague au sein de Baskonia. Et voilà, on en voit beaucoup, mine de rien, qui décident de se rendre en Europe. On a Frank Kaminsky qui a rejoint le Partizan récemment et qui a dit qu'il pourrait peut-être jouer avec la sélection serbe dans les années à venir. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on a de deux très bons niveaux. On peut parler aussi de Gabriel Deck qui est revenu au Real Madrid il y a déjà quelques saisons et qui s'éclate et qui s'installe comme un des patrons à son poste et un des patrons de l'Euroleague. Il re-signé jusqu'en 2028 au Real Madrid. Facundo Campasso retourne au Real Madrid. Donc, beaucoup de choses. En tout cas, je conseille vivement à mes auditeurs de te suivre sur les réseaux, de suivre votre travail sur The Upset Media. Merci beaucoup. Franchement, c'est du boulot de dingue et merci de toujours répondre présent, Lucas. C'est toujours un bonheur de parler avec toi. Toujours un plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris des choses grâce à Lucas et voilà, sur ces joueurs qui vont rejoindre la NBA la saison prochaine. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.